Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin Qui es-tu? Un épisode aujourd'hui focus, un peu hybride. Peut-être qu'on discutera aussi du parcours de notre invité qui est aujourd'hui le docteur David Broge. Bonjour David. Bonjour Maxime. Merci beaucoup de prendre un petit peu de temps parce que je sais que l'agenda est très 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 chargé. Tu es donc neurochirurgien à la clinique des Cèdres à côté de Toulouse et tu es expert national de la commotion cérébrale au sein de la Fédération française de football et de rugby. Tu es chercheur à l'INSERM sur le thème des traumas crâniens et de la pratique sportive, notamment sur le sujet de la commotion cérébrale. Beaucoup de choses. Je dis des bêtises ou c'est OK? Oui, j'ai ces fonctions et après j'interviens plus ponctuellement pour d'autres institutions nationales sportives qui ont des problématiques en rapport avec les chocs à la tête dans le cadre de la pratique. OK. Donc c'est très très intéressant. On discutait un petit peu avant l'épisode parce que on se demande toujours comment est-ce qu'on arrive à ce genre d'expertise, d'expérience. En fait, j'ai acquis petit à petit une compétence au fur et à mesure que la médecine s'est intéressée à ce sujet-là. Ok. Historiquement, en fait, j'ai fait ma thèse de médecine sur une question assez simple qui était est-ce que la pratique du rugby professionnel induit des lésions et des pathologies sur la colonne vertébrale cervicale? Et donc cette question simple elle était un petit peu difficile d'y répondre, mais donc on a fait un joli travail qui a été publié dans une revue internationale ensuite qui a reçu des prix et également qui a été repris par les médias grand public nord-américains. Ok. Et partant de là, eh bien, la Fédération française de rugby, quand elle a voulu mettre en place des filières de soins dédiées à la prise en charge des commotions cérébrales, eh bien, assez naturellement, ils ont fait appel à moi D'accord. puisque j'étais déjà fléché comme spécialiste référent neuro pour la médecine du rugby. Et ensuite, donc, tout de suite derrière, on a créé une consultation multidisciplinaire dédiée à ce sujet-là au CHU de Toulouse avec donc moi-même neurochirurgien, Jérémy Pariente qui est neurologue et un psychiatre qui est Antoine Hirondi, associé à l'équipe de neuropsychologie du CHU de Toulouse. Et cette consultation, en fait, eh bien, elle a très très bien marché. On s'est rendu compte qu'elle répondait à un besoin de la population sportive, du rugby au départ, mais assez rapidement de beaucoup d'autres disciplines. Et donc, au fur et à mesure qu'on a vu des patients, des cas un petit peu différents, eh bien, on a augmenté notre expertise. Puis après, on a lancé des travaux de recherche dessus, des tests de médecine. Et ce qui fait que, 12 ans après, voilà, on a une bonne expérience. Quasi, bon, je sais qu'il y a un peu de modestie en médecine, mais quasi numéro un de cet avis, de la demande d'avis sur ce thème en France. Non, numéro un, non. Mais on va dire Élément central du sujet, on est quoi. devenu un interlocuteur Ouais. à Toulouse. Pas que moi-même, hein, mais tous les gens qui travaillent là-dessus, on est devenu un interlocuteur. euh, Pas de référence, mais en tous les cas, on nous demande régulièrement notre avis, Mhm. quoi. Que ce soit les fédérations sportives ou le ministère des Sports, puisqu'on fait partie aussi d'un groupe d'experts mandaté par le ministre sur ces questions-là, et aussi tout un tas d'autres institutions, associations ou entreprises. Ok. Avant de poursuivre sur le sujet, par ailleurs, il y a donc une activité de neurochirurgien, tout venant, où il y a une spécialisation, des gestes un peu plus faits que d'autres, Hmm. concernant la Alors, neurochirurgie. là, je parlais un petit peu de ma danseuse espagnole, quoi, de mon loisir. Mhm. Moi, je suis organisé de la façon suivante. 4 jours par semaine, j'ai une activité de neurochirurgie tout à fait conventionnelle, avec 2 jours de consultation et 2 jours de chirurgie. Alors, c'est vrai que dans ma pratique, vu ce que je fais à côté, j'ai la chance d'avoir une patientèle de sportifs, et Mhm. notamment pour cette question, alors qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais peut-être qui intéressera pour d'autres épisodes, qui sont les pathologies du dos des sportifs. Et D'accord. ça, il y a peu de gens qui connaissent ça. Et ensuite, une journée par semaine, eh bien, elle est dédiée
au travail sur ces questions-là. Choc D'accord. à la tête inhérent à la pratique sportive avec une consultation. Celle-là, je l'amène au CHU de Toulouse dans le cadre de la clinique universitaire du sport. Mhm. Et puis l'après-midi, plutôt des activités d'enseignement, de recherche sur ce sujet-là, quoi. D'accord. Ok. D'encadrement aussi. Super. On va creuser tout ça. On va débuter par le thème, la commotion cérébrale. Qu'est-ce qu'une commotion cérébrale finalement? Mm. Alors, une commotion cérébrale, c'est un choc à la tête. La commotion, donc, ça implique souvent en langue française en pratique sportive. Et qu'est-ce qui fait la différence de ce choc à la tête-là par rapport à tous les autres chocs à la tête qu'on a quand on fait un match de rugby, une rencontre de foot, du judo, de la boxe, n'importe quoi, c'est que l'onde de choc, cette fois, elle va traverser le cerveau, ce qui va occasionner tout un tas de perturbations biochimiques et métaboliques qui vont être le point de départ. On parle de cascade neurométabolique, d'anomalies dans le fonctionnement du cerveau. D'anomalies à l'échelon plutôt physiologique, qu'on peut observer au niveau de l'électrophysiologie, du Doppler, de certaines séquences d'IRM, etc. D'accord. Est-ce que c'est grossièrement un synonyme de traumatisme crânien ou les deux choses sont des notions différentes finalement? C'est deux notions qui se recoupent en fait. La commotion cérébrale, ça fait partie de la grande famille des traumatismes crâniens. Mais elle a une neurophysiologie particulière ou... Dans les traumatismes crâniens, il y a le petit choc qui n'occasionne rien. Ensuite, il y a le choc un petit peu plus appuyé, donc avec commotion cérébrale, pas de lésions visibles en imagerie, mais des perturbations du fonctionnement habituel du cerveau. C'est dans la définition de la commotion, l'absence d'observation sur l'imagerie. Et après, donc il y a les traumatismes crâniens plus sévères qui occasionnent là des dommages anatomiques. D'accord. Okay. Donc la commotion cérébrale, c'est un traumatisme crânien qui est responsable d'une altération du fonctionnement du cerveau, le plus souvent transitoire. Ok. Est-ce qu'on a vu que la commotion cérébrale était occasionnée par la lésion de telle ou telle aire cérébrale? Est-ce qu'il y a des aires qui sont davantage responsables que d'autres? Non. Pour reconnaître une commotion cérébrale, c'est le dysfonctionnement, il est visible par la survenue d'un ou plusieurs symptômes neurologiques après le choc. D'accord. Donc ces symptômes neurologiques, il y en a plein qui peuvent témoigner du fait que le cerveau il a été touché. Le plus évident, je perds connaissance. Mais autres symptômes, je me relève, je titube un petit peu, ou j'ai les yeux dans le vague, j'ai un discours confus. Tout ça, ça traduit quoi? Ça traduit le fait qu'en fait, au moment du choc, une partie du cerveau a été touchée. Et en fonction de la zone du cerveau qui a été touchée par l'impact, on a une traduction clinique qui est différente. D'accord. Est-ce qu'il y a des sports qui ont montré leur côté traumatisant davantage par rapport à d'autres? Alors, oui, ça fait maintenant une quinzaine d'années que la médecine elle s'est penchée sur le sujet, donc on accumule des données pour mesurer l'ampleur du phénomène. Et effectivement, il y a des sports qui sont plus à risque de commotion cérébrale que d'autres. En premier lieu, les sports de contact et les sports où il y a de la vitesse. D'accord ? Sport de glisse, les sports mécaniques. Où là, ça tape moins, mais quand ça tape, par contre, plus fréquemment, commotion cérébrale. Alors, le grand problème quand même aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est que la perception qu'on a, elle reste éminemment dépendante de la volonté qu'ont les fédérations de le regarder. D'accord ? Et quand je donne des tableaux comparatifs, par exemple, par discipline, on ne trouve pas les sports de combat. Tout simplement parce qu'ils ne le regardent pas. D'accord. Voilà. Et après, il y en a d'autres qui commencent aussi à le regarder. Le handball, le judo. Et il y en a d'autres qui s'intéressent à ça depuis longtemps, le rugby, le football. Donc, ça introduit quand même une distorsion. Mais globalement, on estime en France qu'il y a 22 disciplines qui exposent leurs licenciés aux commotions cérébrales, ce qui correspond à 5 millions de pratiquants à l'heure actuelle. Donc, ça correspond à 5 millions de pratiquants. Et en termes de nombre de commotions décelées, diagnostiquées par an? Pour une étude faite à l'échelle d'un pays qui a un mode de vie comparable au nôtre, les États-Unis d'Amérique, on estime que tous les ans, c'est 2 à 15% des licenciés de sport qui vont faire au moins une commotion cérébrale. Ah ouais. D'accord ? Et donc, d'autres chiffres que j'aime bien donner pour que les gens aient une idée de l'importance du problème. Vous prenez une ancienne joueuse de handball de haut niveau, handball, je crois que c'est à peu près 80%
qui ont déjà fait au moins une commotion dans leur carrière sportive. Ok. Pour le judo, à l'âge de 20 ans, 1 sur 5 a déjà fait au moins une commotion cérébrale. Donc c'est une blessure qui est fréquente. Mmh. Pourquoi elle est négligée ? Parce que bien souvent, on va en reparler je pense, ça guérit vite Mmh. et rapidement. Vite et complètement. Ok. Mais de temps en temps, il peut y avoir des problèmes et c'est pour ça que la médecine s'est penchée dessus, quoi. Donc il y a une sorte de biais de médiatisation puisque certains sports l'ont mis en avant, comme le rugby, comme le foot. C'est des sports qui sont en plus médiatisés, donc les sportifs commotionnés, on les voit vite et plein écran, alors que d'autres sports finalement sont tout autant pourvoyeurs, mais passent un peu sous les radars. Ouais, c'est ça. Bon, après, quand même, la société, elle est ce qu'elle est. Et même dans ces sports-là, petit à petit, sous un peu la pression du public, hein, et des Mm. médias, là aussi, même si c'est moins rapide, petit à petit, on en prend conscience. Ok. Il y a une directive ministérielle qui impose aux fédérations, toutes les 100 et quelques fédérations sportives françaises, d'avoir un bout de règlement écrit sur lequel est formalisée la façon dont doit être pris en charge une commotion cérébrale dans leur discipline. Ok. Alors c'est une question que je voulais poser un petit peu après, mais finalement pourquoi pas la poser maintenant. Euh, Est-ce que, alors c'est sans faire de sociologie de bas étage ou quoi, mais est-ce que un sportif, il lui est remis la responsabilité de prendre le risque de faire un sport qui peut occasionner des commotions, ou qui porte la responsabilité quand un sportif, un rugbyman, un footballeur a un choc à la tête, comment c'est organisé? C'est à lui qu'on va dire c'est toi qui as fait le choix de faire ce sport, ou est-ce que lui derrière, je sais pas, sur le plan juridique, sur le plan, je ne sais quel terme employer, il peut se retourner contre quelqu'un? Parce que c'est souvent, on a entendu parler de sportifs qui ont été jusqu'à la voie judiciaire contre leur ancien club, etc. C'est un peu bancal comme situation. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est une problématique qui est assez spécifique finalement à la médecine du sport, quoi. Mhm. Parce que aujourd'hui, on a du mal quand même à répondre précisément. Je vais essayer de formaliser les choses de façon claire. Donc, effectivement, commotion cérébrale, c'est une blessure comme une autre. Le sportif, il fait sa commotion, il va voir un docteur et il est soigné. Et donc, dans ce schéma-là, le mode de pensée, il est assez simple. Le problème, c'est le suivant, c'est que la commotion cérébrale, eh bien, il y a certains sportifs une grosse partie d'ailleurs, qui ne savent pas trop ce que c'est, Mhm. en dépit de la médiatisation. Et donc, s'il n'y avait pas un docteur au bord du terrain qui connaît ça, les symptômes qui se déclarent après une commotion cérébrale, j'ai mal à la tête, je suis un peu mou, la lumière ou le bruit me gêne, eh bien, le sportif lui-même, il ne le met pas en relation avec une blessure. Et donc, il ne pense pas à aller voir le docteur, Mhm. quoi. Mhm. Alors après, effectivement, ça pose la question suivante. Ça pose la question dans quelle mesure est-ce que les fédérations, mais aussi les pouvoirs publics, ils sont responsables de l'information des gens Mhm. sur cette pathologie Mhm. qui peut survenir aussi dans la vie de tous les jours ou en cours de sport à l'école. Mhm. Mhm. Et ça, c'est un débat qui reste ouvert aujourd'hui. Mhm. Parce que j'ai fait une conférence pour l'association France Alzheimer. Et la question m'a été posée, quoi. Le rôle d'une fédération sportive, c'est quoi ? C'est d'organiser des compétitions, éventuellement d'avoir un rôle aussi social, quoi. Donc d'aller dans les endroits difficiles, dans les petits patelins où il n'y a pas d'équipe, ou dans les quartiers difficiles pour essayer d'intégrer socialement des gens qui ont du mal à faire partie de ce pays, quoi. Est-ce qu'une fédération, son rôle premier, c'est la santé de ses pratiquants ? J'ai pas d'avis sur la question. Parce qu'on pourrait dire aussi c'est le ministère de la Santé. Mhm. Quand on va faire du ski
il n'y a pas de directive ministérielle qui dit vous devriez mettre un casque pour faire du ski. Et pourtant, c'est le sport qui occasionne le plus de décès traumatiques en France, le ski. Alors là, il y a faillite, pourtant, quelque part. J'ai posé la question un peu brutalement, mais c'est vrai que c'est un vaste débat très très complexe sur le plan sociologique, parce qu'on se demande toujours pourquoi ne pas faire sauter ce sport alors qu'on sait qu'il est traumatisant, mais à la fois il y a un rôle social énorme du sport, de toutes ces fédés. Donc, je vais donner une autre réponse à cette remarque-là. Dans les années 90, je crois que c'était à ce moment-là, la boxe a fait beaucoup de choses pour essayer de juguler les problèmes traumatiques, notamment liés au choc à la tête. D'accord, avec parfois des conséquences gravissimes. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait le public et qu'est-ce qu'ils ont fait les pratiquants? Ils sont partis vers une discipline qui était moins encadrée, le MMA. D'accord. Donc d'interdire, je ne crois pas du tout que c'est productif. Mon approche, c'est en tout cas en tant que docteur, moi je suis médecin, je ne suis pas directeur technique national d'une fédération, je ne suis pas non plus politicien. C'est d'identifier où sont les problèmes médicaux et ensuite de faire en sorte qu'ils arrivent plus, ou du moins qu'ils arrivent moins. Donc à mon échelon, ça va être quoi ? Essayer de voir quelles mesures de protection individuelle on peut mettre en place un protège-dents, mettre en place un casque, comment on échauffe une personne pour éviter ce type de blessure, comment on l'entraîne pour éviter ce type de blessure, et ensuite comment on la suit médicalement quand la blessure est survenue. Et ensuite, si les directions techniques nationales font appel à moi et disent eh bien, on envisage de changer la règle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Je peux travailler avec eux. Si un homme politique il vient me voir et me dit je voudrais interdire telle activité parce que je pense qu'il y a trop de problèmes, qu'est-ce que vous en pensez ? Là aussi, mais c'est le politicien qui prend son... c'est pas le rôle du docteur de dire ça. Après, le médecin, moi je trouve qu'on est toujours un peu en porte-à-faux quand on voit des images ou quand on voit des chocs en se disant ok, c'est du spectacle, mais waouh, quel impact sur la santé quand même derrière. Voilà. Mais bien sûr, mais ça, c'est un problème de traitement médiatique. Ça, c'est les gens dont tu parles, qui sont payés pour ça et qui sont même payés grassement par rapport à la moyenne des Français. Donc effectivement, ils mettent en jeu leur santé, mais ces gens-là, ils ont un suivi médical personnalisé, une information en début de saison et une préparation physique adaptée pour cela. Une de mes questions, est-ce que l'ensemble des fédés, ou en tout cas lesquels, informent sur le risque C'est fait de façon inégale en fonction des fédérations. Mais est-ce qu'on peut le puisque après, la question derrière, c'est de dire oui, interdire telle ou telle discipline. Est-ce que les choses sont pareilles pour du sport amateur ? Eh ben non, ils ne prennent pas les mêmes chocs. Et donc, le choc qu'on voit à la télévision du joueur de top 14 ou du combattant d'MMA qui touche des millions pour son combat, c'est pas forcément celui que va prendre l'amateur. Ok, c'était une de mes questions. Donc, faire le raccourci de dire à la télévision, j'ai vu ça, il faut interdire telle discipline, me paraît être dangereux et contre-productif. Les gens iront ailleurs de toutes les façons. C'était une de mes questions. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le niveau de jeu de tel ou tel sport avec la sévérité de la commotion ? Oui. Ouais, clairement. Donc là, comme je fais partie du comité médical de la Fédération française de rugby, j'ai une idée assez précise des chiffres. Et clairement, du top 14 jusqu'au niveau régional, l'occurrence des commotions cérébrales diminue. Et elle est encore plus faible chez les enfants. Parce que ça tape pas assez fort. Ils vont pas assez vite. Il n'y a pas un biais de sélection ou d'absence de diagnostic. C'est vrai que c'est une question qui peut se poser, mais on s'est quand même donné les moyens de le dépister pour le rugby de petit niveau au travers de deux façons. Je pense que l'effort, quand même, il est assez important par rapport à d'autres disciplines. D'une part, les arbitres, ils sont formés à identifier les commotions cérébrales
On a fait des petits films pédagogiques. Ok. Et quand ils voient une commotion, ils brandissent un carton bleu et le joueur sort comme un carton rouge. La licence, elle est bloquée. Et ça, c'est comptabilisé. Donc, on a à l'unité près le nombre de commotions cérébrales qui ont été vues par les arbitres dans les championnats amateurs Ok. pour l'ensemble du pays. Et le deuxième élément, c'est qu'on a un peu plus d'une centaine de clubs amateurs totalement, qui sont des clubs un peu laboratoires, avec des gens qui sont formés à identifier toutes les blessures et qui notent ça pour toutes les catégories d'âge. Donc, c'est vrai que en ce qui concerne la détection des commotions cérébrales, les moyens alloués sont quand même pas ceux du top 14, ça c'est vrai. Mais après, ça c'est ce que je dis pour notre pays, mais on a aussi des études, des publications internationales qui vont dans ce sens-là, quoi. D'accord. Donc, ça paraît une évidence, mais je vais le dire clairement, plus on va vite, plus il y a de la masse, plus la commotion cérébrale risque de survenir. Ok. Parce que autant le reste de l'appareil locomoteur, on peut le protéger avec de la musculation, mais pas la tête. Donc là, plus ça va vite, plus l'énergie cinétique déposée au moment de l'impact est forte, quoi. Ok. Efficacité des casques portés au rugby, je crois avoir compris que en fait, c'était pas très utile en termes de prévention de la commotion. Oui, alors moi je suis beaucoup moins, manichéen dans ma réponse. Lorsque je vois un sportif qui fait beaucoup de commotion cérébrale, ça peut arriver parfois, donc je ne vais pas de façon dogmatique l'interdire de poursuivre sa carrière. Par contre, on met en place des choses, et dans les choses qu'on met en place, notamment, il y a les mesures de prévention. Alors, c'est quoi ? Numéro 1, bien documenté dans les études, mettre un protège-dents. Ok ? Et je vais vous donner une illustration parfaite de ce phénomène-là, juste après. Numéro 2, faire de la musculation du cou et des épaules. Ok. D'accord ? Et ben ça, le niveau de preuve, il n'est pas aussi fort, mais on pense bien quand même que ça diminue l'occurrence des commotions cérébrales. Et l'illustration, c'est la suivante. Il y a un sport très très intelligent qui a vu le jour sur les réseaux sociaux il y a 3-4 ans, je dirais, c'est les concours de BAF. Ouais. Tu as vu ? J'ai vu. Ok. Les premières années, donc les gens ils se mettaient l'un en face de l'autre, et voilà. Et maintenant, c'est bien, ils font tous pareil, parce qu'ils se sont rendus compte que ce qui diminuait la survenue du chaos, c'est la chose suivante: bien serrer les mâchoires, et donc quand on les serre sur un protège-dents, ça en augmente l'efficacité, et contracter le cou. Ok. Parce que si on reste tout mou et qu'on attend la baffe, on va plus facilement faire un KO que si on a un cou bien musclé et des mâchoires serrées. Ok. Donc, Et donc, vraie mesure préventive. je trouve que c'est une illustration parfaite que ça diminue l'occurrence des commotions cérébrales. Ok. Ok. Après, il y a des choses qui sont plus débattues. Le casque, et c'est quelque chose qui est débattu. Pourquoi ? Eh ben, les études, elles ont du mal à le montrer. Maintenant, les études, le problème, c'est que elles sont jamais faites à grande échelle avec le même modèle de casque. Voilà, et des gens qui jouent avec et sans casque, appareillés sur le poste, l'âge et tout ça. Donc, effectivement, on n'a pas d'études avec un haut niveau de preuve. Mais pour l'avoir regardé au laboratoire de biomécanique, il y a casque et casque. Quasiment l'effet d'amortissement du choc, il varie du simple au double. Quoi. Ok. Donc, je crois qu'il faut être un petit peu pragmatique. Lorsque quelqu'un fait beaucoup de commotion cérébrale qui ne mettait pas un casque juste à présent, moi, je le recommande. Je lui dis, bah, écoute, on verra bien. C'est vrai que de façon paradoxale, parfois, il a été décrit un phénomène de levée d'inhibition. J'ai un casque, donc je mets la tête plus facilement. Donc j'ai plus C'est fort. vrai. Donc, et ben, après, dans la situation inverse, si j'ai un patient qui fait beaucoup de commotion cérébrale et il me dit, mais pourtant, je joue avec un casque, ça m'est arrivé 2 fois de le faire enlever. Pour lui faire un peu réduire la voilure. Voilà. Et il y en a un, clairement, ça a joué. Ok. Ça a permis de diminuer, quoi. D'accord ? Intéressant. Donc, voilà. Et après, parmi les autres mesures de prévention, sans aucun conflit d'intérêt, d'ailleurs, je ne donnerai pas de marque, et ben, depuis cette année, ce que j'ai mis en place, c'est des compléments alimentaires à prendre la veille et le matin du match. Pourquoi ?
Parce que la commotion cérébrale, je l'ai dit au début, c'est une cascade neurométabolique. Et en particulier, le point de départ, c'est l'effondrement du stock d'ATP dans le cerveau. Et d'ailleurs, les sportifs le disent, le soir de la commotion, j'étais KO, j'étais me coucher. Ok. Et ben, le fait de prendre des compléments alimentaires, des suppléments alimentaires, support nutritionnel, ça a permis d'augmenter les stocks pour que cet effondrement, on le vive moins, quoi. Alors, je ne sais pas encore si c'est cliniquement pertinent, mais c'est toujours pareil, face à un sportif pour lequel on se dit, là, il commence à y avoir beaucoup de commotion cérébrale, on se pose la question de l'arrêt de carrière. Comment dire ? Ça peut être une étape... Je me dois de tout faire pour essayer d'empêcher ça, l'arrêt de carrière, qui pour le sportif, c'est toujours un drame. Donc, au moins, il faut qu'il puisse se dire, on a tout tenté et j'arrête parce que vraiment, il faut que j'arrête, quoi. D'accord. Très, très intéressant. Ok. Et encore, j'ai plein de questions. On va parler de l'organisation au sein de la Fédé de foot et de rugby. Comment ça s'organise ? C'est sous quelle fréquence ? C'est quoi la mission, en fait ? C'est beaucoup trop vaste là pour que je puisse détailler. Globalement, ces deux fédérations, on peut dire que elles ont pour elles d'avoir mis en place de vrais collèges d'experts pour répondre à ces questions, quoi. Pour regarder précisément les choses, pour écrire des protocoles qui sont mis à jour régulièrement au fur et à mesure que les données de la médecine, elles s'accumulent. Et quand ils ont un licencié qui est en difficulté par rapport à ça, lui donner des endroits où il peut les consulter. D'accord. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de fédérations, quoi. Ok. Ensuite, il y a ce qui a été mis en place, et je voulais justement parler à la fois du foot et du rugby. Foot, la tête, est-ce qu'elle est pourvoyeuse de commotion ? Parce que des fois, quand on voit les grandes transversales avec les gars qui mettent des coups de tête dans des ballons qui arrivent de 50 mètres plein de balles, est-ce que ça, c'est pourvoyeur de commotion ? Non, pas exceptionnellement. Plus souvent, la commotion cérébrale en football, c'est accidentel. Ok. Et je crois que le mécanisme numéro 1, c'est le duel, tête contre tête. D'accord. Avec un choc tête contre tête. Ça, c'est le mécanisme numéro 1. Bon, ça reste un sport quand même, on va dire, où il y a peu de commotion cérébrale par rapport au rugby. Après, la question connexe qui est liée à cette activité, c'est que le football, je crois, c'est le seul sport pour lequel on joue intentionnellement avec sa tête. Avec la question sous-jacente de l'accumulation de petits chocs répétés. Et ça, pareil, c'est une zone de la médecine qui est en train de s'écrire. Alors, voilà, on a aujourd'hui, on est dans la phase de collecte d'arguments sur ces choses-là. Il me semble qu'il y a eu une demande d'arrêt du jeu de tête chez l'enfant au foot. Ouais. C'est le cas ou pas ? Ouais. C'est effectif donc, dans les îles britanniques et je crois en Amérique du Nord. Ça ne l'est pas chez nous. Et tout simplement parce que on est dans une zone de la médecine qui est en train de s'écrire. Alors, dans cette situation, on peut dire il y a des gens qui vont avoir une attitude, ils vont au devant. Et ensuite, quitte à revenir en arrière si les études sont plutôt rassurantes, et d'autres qui attendent d'avoir des éléments factuels pour prendre des décisions. Quoi. En France, ce qui a été décidé, c'est entre les deux, en fait. C'est-à-dire, on limite le volume de tête à l'entraînement en fonction des catégories d'âge, avec un apprentissage technique aussi pour savoir le faire. Côté rugby, on va un petit peu parler parce que c'est des choses qu'on voit beaucoup à la télé. Un joueur qui choque, qui tape la tête. Est-ce que tu peux nous raconter le protocole de ce qui se passe derrière ? Alors, en fait, il faut savoir que la commotion cérébrale, cette blessure, elle est régulée par des conférences de consensus qui ont lieu tous les 4 à 5 ans. Donc, ce texte, il définit ce qu'est une commotion, comment je la diagnostique et comment après je la manage. Et donc, le diagnostic, il est basé sur l'observation de signes neurologiques directs après l'impact. Donc là, s'il y a un KO où le joueur titube, on est sûr qu'il y a eu commotion. Mais bien souvent, les symptômes dits d'impact, ils sont fugaces, difficiles à voir.
Avec un joueur en plus qui a envie de reprendre le jeu. Avec un joueur qui, même s'il n'est pas tout à fait présent, il fait du sport depuis l'enfance, il s'entraîne plusieurs fois par semaine, donc même si son cerveau ne fonctionne pas bien, on a l'illusion que tout va bien. Donc dans cette situation, la conférence de consensus, elle dit qu'il faut sortir le joueur pour l'examiner avec un examen clinique qui est standardisé, des tests qui sont, voilà, c'est pas au doigt mouillé, c'est des tests qu'il est recommandé d'appliquer, qui permettent de diagnostiquer la commotion. On peut le décrire, le test ? Oui, je le ferai juste après. Ok. Et donc, lorsque le joueur sort, c'est qu'en fait, il a été victime d'un impact qui a été jugé significatif pour diverses raisons. Et donc, il sort pour passer ses tests. Et donc, globalement, quels sont-ils ? Il y a 3 gros blocs d'évaluation. D'abord, les symptômes. Il y a une checklist de symptômes, 22, qu'on vérifie qu'ils présentent ou pas de façon inhabituelle. Ensuite, il y a un petit examen neurologique qui est basé sur la cognition, d'accord, des petites tâches intellectuelles à réaliser, de mémoire, d'orientation principalement. Et le 3e bloc d'évaluation, c'est donc également d'un examen neurologique de l'équilibre, qui peut être perturbé juste après une commotion cérébrale, d'accord ? Ok. Et donc, si un test est perturbé, on dit il y a eu commotion cérébrale et le joueur il ne rentre pas. Si tout est nickel, il peut re-rentrer. Un signe. Et égal, donc, en fait, c'est, je pense aussi, l'un des éléments qui fait que le rugby, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, c'est parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui vont sortir pour être évalués, qui ne font pas forcément commotion, mais c'est sûr que quand on est dans les tribunes, ils sortent pour protocole commotion. Bon, voilà, on peut entendre plusieurs fois le mot commotion au cours d'un match de rugby professionnel, quoi. Surtout si c'est un médecin inquiet. Mais bon, enfin voilà, après je ne me voile pas la face, hein. Le rugby professionnel est un sport qui est pourvoyeur de commotion cérébrale de façon régulière, mais on s'est donné beaucoup de moyens pour passer à côté d'aucune d'entre elles. Qu'est-ce qui fait le choix de sortir le joueur d'ailleurs ? C'est un médecin neutre au sein du match ? C'est ça. Parce que c'est toujours pareil, on a un joueur qui court, qui parle, l'entraîneur, il n'a pas envie de le sortir. Le médecin de l'équipe... Qui le connaît un peu. Ça peut être difficile pour lui parce que il a le staff. Voilà. Donc, le problème a été tranché. C'est un médecin indépendant qui connaît ni le médecin d'équipe ni l'entraîneur, qui n'est pas salarié par aucun des 2 clubs, qui prend la décision de le sortir, quoi. Et de faire le test aussi ? Et c'est lui qui fait le test, bien souvent. Ouais. Ok. Ces joueurs qui font une commotion, du coup, tu nous disais qu'il y avait, t'avais une journée de consulte, c'est ça, par semaine pour... Oui, c'est ça, une journée de consulte pour évaluer ? Ouais, j'ai une matinée qui est dédiée à ça. Ok. Donc, parce que beaucoup de fédérations ont statué que leurs sportifs de premier plan professionnel devaient être vus par un spécialiste pour toute commotion cérébrale, voire même pour suspicion de commotion cérébrale. Donc ça, c'est une partie de l'activité. Mais également, pendant cette demi-journée de consultation, je vois les sportifs amateurs qui font des commotions qui n'ont pas bien évolué. Ok. D'accord ? Quand ça a bien évolué, le médecin généraliste, il va pouvoir gérer. En général, les symptômes s'évacuent assez rapidement. Par contre, parfois, donc c'est aussi pour ça que médiatiquement, on parle de ces choses-là maintenant, les commotions n'évoluent pas bien. Et donc, d'où l'utilité d'avoir quelques personnes qui connaissent ça un peu mieux et qui vont pouvoir aider les jeunes, ce sont des jeunes, pour reprendre l'école, parce que des fois on en est là, quoi. Ouais. J'arrive pas plus à suivre en cours, quoi. Okay. Reprendre un petit peu de sport, voilà, qu'est-ce que je peux faire, etc. Ok, donc il y a des structures pour les aider à réorganiser un peu. Je dirais pas des structures, mais il y a des stratégies de soins qui peuvent aider. En tout cas, tu ne peux donner déjà que d'avoir un interlocuteur médical, parce que ça peut être des situations quand même très handicapantes, hein. Et quand il n'y a pas de réponse médicale, les gens sont dans la détresse, quoi. Ok. Et tu as un rôle aussi de savoir si un joueur peut reprendre ou pas après une commotion. Je sais que c'est toi qui donnes le feu vert, en tout cas. Pour le sportif professionnel, oui. Okay. Pour les raisons que je disais, c'est quand même plus aisé pour tout le monde si c'est quelqu'un d'indépendant. Donc là, c'est une décision de reprise dans les jours qui suivent. Et puis après,
quand j'ai une commotion problématique, est-ce que je peux reprendre mon sport de contact ou pas? Effectivement, là, j'aide un petit peu à prendre la décision, quoi. Sur le plan sud-ouest ou sur le plan national même ou Ça peut arriver nationalement Ok. quand c'est des cas très difficiles et que personne, dans la région d'origine, ils ont trouvé personne. Ok. Ouais, ça peut être nationalement. J'essaye de faire beaucoup en visio, mais de temps en temps, je les fais venir à Toulouse parce que j'ai besoin de faire des examens un petit peu plus poussés. Ouais. Bon, je suppose qu'on s'habitue, mais c'est quand même quelque chose sans doute des fois annoncer des mauvaises nouvelles ou d'empêcher un sportif passionné de reprendre l'activité. Ouais, c'est difficile. Moi, en tout cas, j'aime le sport. Mm. Je suis bien conscient, parfois, c'est un gagne-pain, c'est un métier. Tout le temps, c'est une passion. C'est un gros élément de la vie sociale. De dire à un sportif, faut t'arrêter, c'est une décision que je prends pas à la légère. Je Ok. collecte des arguments. En général, jamais à la première consultation. On se voit 2, 3 fois, 4 fois, des fois plus. Si je peux, j'essaye au moins une fois d'avoir une personne de l'entourage, le conjoint, un papa, une maman. Et en général, quand même, le fait de le faire comme ça, combiné à l'évolution clinique, fait que le sportif, il va l'accepter, quoi. C'est assez spécifique à ces blessures neurologiques. Hein. Là, j'inclus dedans aussi tout ce qui est problématique moelle épinière. Voilà. Ou par rapport à un genou qui empêche de courir, où là, de toute façon, anatomiquement, on ne peut plus, quoi. Voilà, j'essaye de le faire comme ça. Ok. On n'a pas parlé de l'imagerie. Est-ce qu'il y a une imagerie nécessaire pour le diagnostic de commotion? Non. Non. D'ailleurs, c'est même évoqué dans le texte de la conférence de consensus dont je parlais. L'imagerie, elle n'est d'aucune aide dans le diagnostic et le management des commotions cérébrales. Alors nous, à l'INSERM, on vient de finir là, un travail de recherche qui nous a duré quand même, je crois, 3-4 ans. On a essayé de voir si de nouvelles séquences d'IRM pouvaient être utiles pour diagnostiquer les commotions et petit à petit en monitorer la récupération. Mais malheureusement, bon, c'est le jeu de la recherche. Ça n'a pas été conclusif. On n'a pas... les séquences d'imagerie étudiées n'ont pas montré un intérêt fabuleux pour le diagnostic. Du moins, pas aussi bien que la clinique et les données qu'on pouvait collecter en consultation. Ok, super. Juste pour terminer, il y a une interaction entre toi, les clubs, ou est-ce qu'à l'intérieur des clubs, il leur est demandé d'organiser des choses dans ce contexte de commotion? Il y a je sais pas, une organisation particulière avec les médecins? Même réponse, c'est dépendant des fédérations. Certaines demandent à leur club de faire des choses et d'autres non. Et dans les deux cas de figure, moi, je interviens à la carte. Si on a affaire à une fédération qui dit un référent neuro doit voir tout le monde en début de saison pour évaluer la situation, là, dans ce cas-là, je peux même aller dans le club, me déplacer. Parfois aussi, ça a pu m'arriver. Une fédération est confrontée à 2-3 cas médiatiques d'affilée et dit on veut faire une formation pour nos médecins qui s'occupent d'équipes professionnelles. Et dans ce cas-là, voilà, je fais une conférence de formation, quoi. Là, c'est vraiment... ça dépend de ce qui est écrit et de ce qu'on me demande. Mais ça peut m'arriver. C'est toujours de bons moments. Est-ce qu'on a oublié un point important au sujet de la commotion? Sans doute, vu que c'est ta vie et que tout est hyper important. Ma vie, c'est d'être neurochirurgien. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que, en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de docteurs qui vont vivre ça dans leur vie. D'être au premier rang et quelque part un petit peu acteur de la découverte ou en tous les cas de la prise en considération et de l'avancée des progrès médicaux pour une pathologie qui est aussi fréquente. Je veux dire, là, c'est comme si demain, on découvrait la grippe. Que c'est dû à un virus, que ce virus, on peut s'empêcher de le transmettre, on peut vacciner, on peut le soigner. Je veux dire,
à mon avis, il n'y a pas beaucoup de médecins qui vivent ça, quoi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir vécu ça, quoi. Il y a 10 ans, quand on a commencé à parler de commotion cérébrale, c'était des discussions de vestiaire de temps en temps, quoi, avec l'éponge magique. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est quelque chose d'hyper fréquent et qu'il y a plein de choses à faire. Donc c'est très très excitant, c'est très passionnant. Dynamique incroyable. De vivre ça, c'est pas une maladie génétique rare, quoi. Donc c'est super, quoi. Je rencontre, ça me permet de rencontrer plein de gens. C'est vraiment sympa, quoi. Et après, quelque chose qu'on aurait pu oublier, je crois pas. On a parlé de la physiopathologie, du diagnostic, de la prévention, du management. Voilà. Les fédés qui sont pas encore hyper actifs, on essaie de leur mettre un peu la pression ou de, je sais pas, sur le plan ministériel. Ouais, mais après, oui, bien sûr, le ministère, il leur dit des choses, mais après, on est aussi limité par leurs moyens. Je veux dire, le rugby, c'est une fédération qui est riche. Le football, j'en parle même pas. Et c'est des fédérations pour lesquelles vous avez beaucoup de passionnés. Je veux dire, il y a beaucoup de docteurs qui ont déjà joué au football ou qui ont déjà joué au rugby. Donc, à un moment donné, quand la direction médicale, elle veut faire un truc là-dessus, elle va facilement trouver de bonnes volontés qui vont le faire bénévolement, gratuitement, parce que ça leur fait plaisir. Ce qui est moins évident pour d'autres disciplines, quoi. D'accord, qui ont moins de moyens et pour lesquels le recrutement médical est moins aisé, quoi. Ouais. Ok, donc voilà. Je veux pas pointer du doigt telle ou telle fédération parce que j'aime beaucoup tout le sport, j'ai beaucoup de respect, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-unes où j'ai été faire des conférences de formation, j'étais étonné des moyens qu'ils avaient, quoi. C'est très très artisanal. Voilà. Peut-être si je peux me permettre, il y a deux choses que je veux dire qui sont des messages médicaux et qui me paraissent importants puisque ça n'a pas été dit. Numéro 1, si vous êtes au bord du terrain, que vous voyez une commotion cérébrale, vous restez ensuite avec la personne. Vous ne l'envoyez pas se doucher tout seul. D'accord ? Parce que parfois, ce choc qui a occasionné une perte de connaissance de quelques secondes, ça peut être quelque chose de plus grave. Ça peut être un hématome extradural qui est en train d'apparaître. D'accord ? Donc, quand il y a une commotion cérébrale, on reste avec la personne dans la douche et même après au bord du terrain. Numéro 2, donc ça c'est le message important qui évite des trucs gravissimes, exceptionnels mais gravissimes. Et numéro 2 que je voudrais dire, c'est la chose suivante, c'est que les commotions cérébrales, c'est quelque chose qui n'est pas grave. D'accord ? Ça guérit vite et totalement. Si on observe la règle suivante, c'est qu'il ne faut pas reprendre tant que les symptômes liés à la première commotion n'ont pas disparu. D'accord ? C'est justement parce qu'on veut reprendre un petit peu trop tôt que là, elles peuvent s'enchaîner. On peut en faire 2-3 d'affilée sur un cerveau qui n'a pas totalement récupéré et que peuvent apparaître les problèmes. Les cas que vous voyez dans la presse, c'est toujours ça qui s'est passé. D'accord ? Donc, si les auditeurs, c'est des soignants, mais aussi si c'est le grand public, retenez bien ça, c'est vous les premiers acteurs du problème. Tant que vous avez des symptômes, vous ne reprenez pas. Vous attendez que ça s'évacue. Si ça, le plus souvent, c'est quelques jours. Mais si c'est 15 jours, c'est 15 jours. Si c'est 3 semaines, c'est 3 semaines. Mais ça vous évitera ensuite d'avoir des gros problèmes, d'avoir ensuite du mal à vous occuper de votre famille, à mener votre travail et tout simplement à poursuivre votre sport, quoi. Ok. On va terminer sur ça parce que c'est le plus important. Merci beaucoup, Dr Broche David, neurochirurgien à Toulouse et spécialiste donc de la commotion cérébrale. C'était très clair, très impressionnant de savoir énoncer tout ça très clairement. Merci. Et puis à bientôt tout le monde pour de nouveaux épisodes. Merci beaucoup.